Masechet Baba Batra, Daf Nun Vav. On va commencer par Nun He Amud Bet, par les 5 dernières lignes de la page. Aval le Shabbat lo. Rava Amar afilu le Inyan Shabbat. Alors, pour comprendre le sujet, on va rappeler ce qu'on a étudié hier, très brièvement, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il s'agissait de quelqu'un qui fait chazaka dans Nirse Hager. Généralement, toute personne qui est décédée, ses biens, son patrimoine, appartient forcément à quelqu'un, son héritier. Et c'est qui l'héritier de la personne? Les héritiers de la personne, ça peut être ses enfants, ça peut être ses parents, ça peut être, c'est-à-dire son père, soit ses frères paternels, ça peut être ses oncles, ses cousins, et ainsi de suite. Quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui appartient à sa généalogie. Que ce soit proche ou lointain, ça ne change pas. Le droit d'héritage parviendra à quelqu'un finalement. Il y aura une personne qui s'appelle l'héritière, l'héritier. Mais il peut y avoir un seul cas de figure où une personne qui est décédée n'a pas d'héritier dans le monde. C'est qui? C'est le converti au judaïsme, le prosélyte. Lorsque le guerre a été mitgayer, il a coupé le cordon ombilical avec son passé. Il n'a plus de lien, de filiation par rapport à sa famille biologique. Et donc, halachiquement parlant, ils ne sont pas ses héritiers. Sauf si il s'est marié, qu'il a eu un enfant. Donc cet enfant sera l'héritier de son père qui est guerre. Mais si le guerre est décédé sans laisser de progéniture, voilà une personne qui est morte, qui est décédée et qui a laissé un patrimoine qui est abandonné, qui n'a pas de propriétaire. Ça s'appelle hefker. Si c'est hefker, toute personne peut s'approprier ce patrimoine qui est abandonné. Comment donc faire l'acquisition de ce bien immobilier, un champ agricole ou un appartement? Alors, pour l'acquérir, il va falloir faire l'acte de Hazaka. C'est quoi l'acte de Hazaka? Hezkat Kinyan, Naal, Gadar ou Paratz. Soit mettre une clôture autour du jardin, autour du champ, soit mettre une serrure, soit mettre une porte dans l'appartement, soit, au contraire, créer une brèche dans la clôture pour se frayer un nouveau chemin, une nouvelle ouverture. Tous ces actes-là sont considérés des actes dont seul le propriétaire est habilité à faire. Et par conséquent, c'est comme ça que Hachamim ont institué les actes d'acquisition. Puisqu'il s'agit de s'approprier un bien immobilier par un acte symbolique, Hachamim ont défini lesquels actes sont symboliques de l'acquisition. Et en effet, c'est comme ça que celui qui a trouvé les Nirse Hager pourra devenir le propriétaire. Maintenant, quel est le din si le guerre a laissé 2 champs qui se trouvent dans 2 endroits séparés? Évidemment, il va falloir faire Kinyan Chazaka dans le premier champ et ensuite dans le deuxième champ. Il ne peut pas acquérir les 2 terrains par une seule action. Il faut 2 actions séparément. Maintenant, quel est le din si les 2 terrains sont mitoyens? Les 2 champs sont mitoyens. Est-ce que, dans ce cas-là, il suffira de faire une seule chazaka, ou bien il faudra faire 2 actes d'acquisition, respectivement, aux 2 terrains, aux 2 champs agricoles? Alors ça, la réponse à cette question, c'est que ça dépend.
Si les deux champs mitoyens ne sont pas séparés, c'est considéré comme un seul champ. Par conséquent, un seul acte d'acquisition suffira pour l'ensemble. Mais si les deux champs sont séparés, dans ce cas-là, il faudra en effet deux maaseh kinyan, deux actes d'acquisition. Qu'est-ce qu'on appelle deux champs séparés? Alors, si par exemple il y avait une clôture, c'est sûr que ça s'appelle deux champs séparés. Ou bien s'il y avait juste une rangée de terre, un monticule de terre, ou une tranchée, ça s'appelle metzer, qui délimite la frontière. Eh bien, ça s'appelle deux champs séparés. Ou encore, hatzav. C'est quoi hatzav? C'est une plante qui servait de clôture. Alors, on avait vu que Rashbam lui-même se demandait est-ce que c'était des arbres qu'on utilisait pour clôturer, des arbustes, ou bien est-ce que c'est carrément une plante végétale, de l'herbe, mais qui pousse droit, dont les racines ne s'étendent pas. Ou bien même si c'est le fameux arbre, il n'a pas des racines qui s'étendent, il a un arbre qui monte tout droit. Et on s'en servait pour clôturer, pour délimiter les frontières. Et en effet, la Gemara va dire plus tard que le hatzav, cette plante, c'est celle qu'a utilisée Yehoshua bin Nun pour délimiter le territoire d'Israël, pour définir les territoires de chaque tribu. Botihem Yehoshua et haaretz. D'accord. Alors, la halakha est claire. Si les deux champs mitoyens sont séparés par un metzer ou par un hatzav, alors en effet, ça s'appelle deux champs séparés. Et il va falloir faire deux actes d'acquisition. Mais tout cela, ce n'est que par rapport au nirse hager, à l'acquisition. Mais qu'en est-il du din de la PA? Est-ce que pour la PA, la Torah qui nous a ordonné de laisser un coin du champ pour les pauvres, quand on moissonne, il ne faut pas tout raser, il ne faut pas tout récolter. Il faut penser aux pauvres. On laisse un coin du champ pour les pauvres. Maintenant, si quelqu'un a deux champs dans deux endroits séparés, évidemment qu'il doit laisser deux péotes, une PA, dans chaque champ. Mais si les deux champs sont mitoyens, est-ce qu'il peut laisser une seule PA plus grande pour s'acquitter de la PA, de la mitzvah de la PA, pour les deux champs? Ou bien est-ce qu'il faut absolument qu'il laisse une PA dans le champ A et dans le champ B, bien qu'il soit mitoyen? Oui ou non? Alors, maintenant, la question se pose évidemment lorsque les deux champs mitoyens sont séparés par un metzer ou par un hatzav, soit par, comme on a dit, un monticule de terre, une rangée de terre ou une tranchée, ou hatzav, cette fameuse plante qui sert à délimiter les frontières. Est-ce que ça s'appelle deux champs séparés? C'est une mahloket. On avait vu que à ce propos, il y avait une mahloket entre deux élèves. D'abord, il y avait la mahloket. Oui, mahloket entre deux élèves de Rabbi Yohanan. Rav Assi et Rabin, tous les deux étaient élèves de Rabbi Yohanan. Ils sont d'accord pour nirse hager, pour dire qu'en effet, il faudra deux actes d'acquisition pour les deux champs mitoyens, mais qui sont séparés par un metzer ou par un hatzav, mais la mahloket, elle est par rapport à PA et par rapport à Tum'a. Est-ce que même pour PA et Tum'a, c'est considéré comme deux champs quand ils sont séparés par un metzer ou un hatzav? Rav Assi dit non. Rabin dit oui.
Rabin dit au nom de Rabbi Yochanan que même pour PA, il faut 2 péot. Car le Metzer et Hatzav ont séparé le champ en 2. Ils l'ont divisé. Donc c'est considéré comme 2 champs qui n'étaient pas mitoyens. Comme s'il y en avait un à droite et l'autre à gauche. Pareil pour la Toum'a. Je ne vais pas expliquer parce qu'on l'a déjà expliqué hier. Comme c'est long, je ne peux pas réviser rapidement. Alors, maintenant, la Gemara nous dit Aval les Shabbat lo. Rava Amar Afilou le Inyan Shabbat. La Gemara nous présente une mahloket également à propos de Shabbat. Alors on a ici 4 sujets, 4 thèmes. Le thème de l'acquisition de Nirsé Hager, lorsqu'il y a 2 champs mitoyens séparés par un Metzer ou Hatzav. Le sujet de PA, est-ce qu'il faut donner 1 ou 2 péotes? Le sujet de Toum'a, est-ce que la personne qui est rentrée dans un champ, elle ne sait pas si elle a enjambé la tombe qui était le mort qui était enterré dans l'un des 2 champs, est-ce qu'elle est tamée ou pas? Selon Rabbi Eliezer qui avait dit Sfek Sfeka, Safek Bi'a, et plus Safek Maga Tahor. Donc ici, pareil, selon Rabin, au nom de Rabbi Yochanan, il sera Tahor d'après Rabbi Eliezer. 4e sujet, c'est Shabbat. Selon Rabin, qui avait dit que pour ces 3 sujets, c'est considéré comme 2 champs séparés, mais pas pour le 4e sujet, Shabbat. Pour Nirsé Hager, pour PA et pour Toum'a, c'est considéré comme 2 champs totalement séparés, lorsqu'ils sont délimités avec un Metzer ou un Hatzav. Mais pour ce qui concerne les Melachot de Shabbat, précisément la Melacha de Hotza'a, comme on va l'étudier dans quelques minutes, eh bien pour cela, non. C'est pas considéré comme 2 champs séparés. C'est considéré comme comme un seul et même champ. Mais pour Rava, avec Aleph, Rava Amar, Afilu le'inyan Shabbat. Pas seulement pour Nirsé Hager, pas seulement pour PA et Toum'a, c'est considéré comme 2 champs séparés bien distincts, mais même pour les halachot de Shabbat, c'est considéré comme 2 réchouillotes séparés. Quelle est l'incidence? De quoi parle-t-on lorsqu'on a dit les Inyan Shabbat? De quoi s'agit-il? La Gemara explique immédiatement. Elle cite une baraïta. Detania, Hotzi, Hatzi Grogeret, Lirshut Arabim, Veiniha, Vehazar Vehotzi, Hatzi Grogeret Aheret, Be'alem Ehad, Hayav, Bishne Ha'alamot, Patour. Rabbi aussi Omer, Be'alem Ehad, Birshut Ahat, Hayav. Bishte Reshuyot Patour. Pour comprendre le sujet relatif au Shabbat, on va rappeler quelques notions. La Torah nous interdit d'effectuer le jour du Shabbat 39 travaux. Si jamais la personne a transgressé, elle a profané le Shabbat en effectuant un des 39 travaux, alors il y a 2 hypothèses. Soit ça a été fait bémézid, c'est-à-dire volontairement, soit ça a été fait béshogeg, involontairement, inconsciemment. Qu'est-ce qu'on appelle une personne qui a agi involontairement? Soit elle ignorait la halacha, elle ne savait pas que cette action était interdite, ou bien elle savait que cette action était interdite le Shabbat, mais elle a perdu la boussole. Elle a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Elle a cru qu'aujourd'hui c'est un jour de semaine. Alors cette personne-là, qui a agi inconsciemment,
par inadvertance. Elle a fait un travail interdit le Shabbat, mais soit parce qu'elle a oublié la halacha, elle ne connaissait pas le issour de cette melacha, elle ne savait pas que cette action était interdite, soit elle a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Dans ces deux cas, ça s'appelle Beshogeg. Quel est le din de quelqu'un qui a profané le Shabbat Beshogeg? À l'époque du Bet Amikdash, cette personne devait apporter un korban hatat. Selon la règle, Kol shezedono bekaret shigegato hatat. Celui qui est hayav karet, il est passible du retranchement pour une action qui a été commise bémézid, sciemment. Alors, si ça a été fait inconsciemment, il n'y a pas de condamnation au karet, ni à la skila, s'il y avait des édim avec avertissement, mais elle est hayav d'apporter un korban hatat. Il faut apporter au Beth Amikdash un korban expiatoire. Maintenant, il faut le savoir que parfois, une personne aurait pu commettre plusieurs infractions et malgré tout, elle n'est pas obligée d'apporter plusieurs korban hatat. Par exemple, une personne qui a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et à cause de cet oubli, elle a fait plusieurs melachot. Par exemple, elle a cousu un costume, c'est assourd de coudre. Elle a écrit une lettre, c'est assourd d'écrire. Elle a construit un mur, c'est assourd de construire, et ainsi de suite. 39 travaux. Combien de korbanot cette personne va devoir apporter au Beth Amikdash? Un seul korban hatat. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Asa melachot harbe be'alem ehad. Cette personne a fait plusieurs travaux, mais dans le cadre du même oubli. Ça veut dire que c'est le même oubli qui a été à l'origine des différentes infractions. Toutes ces infractions, causées par un seul et même oubli, ça s'appelle en hébreu Be'alem Ehad. Une seule ignorance, un seul oubli. Il a oublié que c'est Shabbat. Mais si, imaginons que quelqu'un lui a rappelé, il lui a dit, dis-moi, comment tu t'es permis d'écrire? Mais c'est assourd d'écrire Shabbat. Il lui dit, pourquoi aujourd'hui c'est Shabbat? Il lui dit, bien sûr, aujourd'hui c'est Shabbat. Oh là là, je ne savais pas, j'ai oublié. Très bien. 3 heures plus tard, ce monsieur construit un mur. Il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est Shabbat aujourd'hui. Il dit, tu es sûr que c'est Shabbat aujourd'hui? Oh là là, j'ai oublié que c'est Shabbat aujourd'hui. 3 heures plus tard, le bonhomme est en train de coudre. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est Shabbat aujourd'hui. Ah bon, c'est Shabbat? Oh là là, j'ai fait... C'est-à-dire que, à chaque fois, il y a eu ce qu'on appelle Yedi'a Benataim, une prise de conscience entre les différentes infractions, entre les différents travaux. Il a oublié que c'est Shabbat et il a construit un mur. Ensuite, il s'est souvenu que c'est Shabbat, donc il a pris conscience que le mur qu'il a construit, c'était Be'avera. Donc il a pris conscience de la Avera. Ensuite, à nouveau, il a perdu la tête, il a oublié que c'est Shabbat, il était trop occupé avec ses histoires, avec les discussions avec les amis et tout ça, et puis voilà que maintenant il se met à écrire. Et on lui rappelle que c'est Shabbat. Oh, yo, yo, j'ai écrit mes Shabbat, oh là là. Il a pris conscience. Après ça, il a construit un mur, ou qu'est-ce qu'on a dit? Il a cousu. Je ne sais plus par quoi j'ai commencé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yedi'a Benataim Mehalleket, la prise de conscience entre les différentes transgressions, différentes infractions, ça fait qu'il n'y a plus de rapport entre la première transgression et la deuxième. Ce sont 2 oublis, 3 oublis, 4 oublis, 5 oublis. Pour chaque oubli, il faut un nouveau korban. Donc le nombre de korban hatat sera relatif aux oublis. Une autre introduction.
vous le savez, que pour la Mélacha de Hotsa'a, et d'ailleurs même pour les autres travaux, il y a un shi'ur, il y a une mesure. Par exemple, quelqu'un qui va écrire, je ne parle pas de Hotsa'a, pour transporter, je parle d'écriture. Vous connaissez le shi'ur de l'écriture? Combien de lettres faut-il écrire pour être considéré Hayav Hatat? 2 lettres. S'il n'a écrit qu'une seule lettre, c'est Assour, mais il n'est pas tour. Ça veut dire qu'il n'a pas de Korban Hatat à apporter. C'est que la moitié du shi'ur. Également, pour la Melacha, de transporter Shabbat, de transférer un objet du domaine privé au domaine public, ou inversement, du public au privé, ou déplacer un objet dans le domaine public au-delà de 4 coudées, ce qu'on appelle la Melacha de Hotsa'a. En fonction des objets, il y a une mesure. Il y a des chapitres entiers dans Masechet Shabbat pour nous enseigner quelle est la mesure de chaque chose, des Mishnayot entières. Qu'en est-il d'un aliment, de la nourriture? Quelqu'un qui, par exemple, a transféré du domaine privé, Reshut HaYahid, au domaine public, Reshut HaRabim, de la nourriture. Quel est le shi'ur minimal pour être Hayav Korban Hatat? Quelle est la mesure minimale? Hachamim nous ont enseigné que c'est Kagrogeret. C'est l'équivalent du volume d'une figue. Grogeret, c'est une figue. C'est ça le shi'ur de la Torah. Pour être Hayav Minat Torah de Korban Hatat. Si on a déplacé par exemple un morceau de pain ou un gâteau, mais qui était inférieur au volume de Kagrogeret, et on l'a fait sortir Shabbat du Reshut HaYahid au Reshut HaRabim, on n'est pas Hayav Hatat pour cette Hotsa'a. Très bien. Maintenant, quel est le din si le bonhomme a fait sortir, écoutez bien, un demi-grogeret, et ensuite il a fait sortir encore un demi-grogeret? Qu'en diriez-vous? Alors, je vous écoute. Le bonhomme, Réhouven, a pris une demi-grogeret, il a fait sortir du Reshut HaYahid au Reshut HaRabim. Il n'est pas Hayav Hatat. Après ça, il a fait sortir encore une demi-grogeret du Reshut HaYahid au Reshut HaRabim. Maintenant, ça fait que dans le Reshut HaRabim, il y a une grogeret entière, il y a un shi'ur entier. Mais ce shi'ur, il s'est fait par 2 actions. Il n'a pas fait en une fois shi'ur grogeret. Il a fait 2 actions pour arriver à cette grogeret. 2 fois un demi-shi'ur. Est-ce que ça s'associe ou pas? Est-ce que c'est mitztaref ou pas mitztaref? C'est le même aliment, ça s'ajoute. Et si c'est 2 trucs différents, un gâteau et une olive, c'est pas Alors j'aime la réponse de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh bien, on va voir tout de suite. Le temps qu'il a mis entre les deux. Alors déjà... Le temps qu'il a mis entre non, les deux. non. Même si c'est un le matin, un l'après-midi, puisque c'est le même Shabbat. Alors, premièrement, regardez, écoutez bien. Ça dépend de He'alem Ehad ou Shteha Alamot. Si c'est un seul oubli ou 2 oublis. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si entre les 2 actions, il a pris conscience, alors la prise de conscience, elle crée une séparation entre la première et la deuxième action. Vous vous rappelez? On avait dit que, par exemple, si le matin il a cousu, et après, parce qu'il avait oublié que c'est Shabbat, et après on lui a rappelé que c'est Shabbat, il a pris conscience. Et ensuite, il s'est mis à construire un mur, parce qu'il a à nouveau oublié que c'est Shabbat. Combien de corbanotes il apporte ce monsieur? 2. Mais si il n'a pas pris conscience entre les deux, entre l'écriture et la construction,
pendant Shabbat, il n'a pas réalisé que c'était Shabbat, alors combien de korbanot il apporte? Only, un seul. Nachon. Alors maintenant, ce monsieur-là, il a fait qu'une seule mélacha, qui s'appelle mélacha de Hotza'a, l'interdiction de transférer un objet du domaine privé au domaine public. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il a transféré un demi-shi'ur. Et la deuxième fois, il a refait encore une fois la même action. Mais il a transféré qu'un demi-shi'ur. Est-ce que on peut additionner les deux demi-shi'ur pour considérer que finalement, il a transféré un shi'ur entier, certes, par deux actions, mais le résultat est le même, c'est que maintenant, il a transféré un shi'ur entier, mais en deux fois. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est hayav hatat, comme quelqu'un qui a fait sortir un shi'ur entier, ou pas? Alors ça dépend. Si c'est be'alem ehad, ou bishte alamot, si c'est-à-dire qu'il n'a pas pris conscience entre les deux, et dans le cadre du même oubli, il a oublié que c'est Shabbat, ça s'appelle Be'alem Ehad, dans le cadre de la même ignorance, le même oubli. Alors en effet, il va devoir apporter qu'un seul korban hatat. Et il va devoir apporter un korban hatat, excusez-moi. Il doit apporter korban hatat. Car on considère que c'est la même raison qui a promu les deux actions. C'est quoi la raison? L'oubli du Shabbat. Ça s'appelle Be'alem Ehad. Étant donné que c'est Be'alem Ehad, c'est considéré comme une seule action. Et donc il devrait apporter Korban Hatat. Mais si entre les deux actions, il a pris conscience que c'est Shabbat, donc la première fois, il a fait sortir une demi-mesure de nourriture le matin du Shabbat, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Ensuite, l'après-midi, il a refait la même action. Il a fait sortir une demi-mesure du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Étant donné qu'entre les deux, on lui a rappelé que c'était Shabbat, et il a pris conscience, alors on a déjà dit que Yedi'a Benataim Mehaleket, la prise de conscience entre les deux actions, ça sépare les actions. Oui. Donc on ne peut pas additionner les deux demi-mesures. C'est comme s'il avait sortir qu'une demi-mesure à chaque fois, donc il n'y a pas de korban hatat. Jusqu'ici, c'est clair et c'est facile. Maintenant, ça se complique un peu. Ce que j'ai dit là, on va le lire d'abord. Détania, regardez les 4 dernières lignes de Nun He Amud Bet. Hotzi hatzi grogeret lirshut harabim veiniha vehazar vehotzi hatzi grogeret acheret. Il a fait sortir une demi-mesure. Combien c'est la mesure de nourriture pour être Hayav Korban Hatat Shabbat pour la Hotza'a? Grogeret, le volume d'une figue. L'Irshut Harabim, il a fait sortir vers le domaine public. Veiniha, et il a déposé là-bas le morceau de pain. Vehazar veotzi hatzi grogeret acheret. Et ensuite l'après-midi, il a fait sortir encore le volume d'une demi-figue de nourriture. Et il a mis à côté de la première demi-figue. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est hayav hatat, oui ou non? Alors ça dépend. Be'alem ehad hayav bishne ha'alamot patour. Ça dépend. S'il y a eu prise de conscience entre les deux actions, il a compris qu'il a fait une erreur parce qu'on lui a rappelé que c'était Shabbat, alors ça sépare les deux actions. On ne peut pas additionner les deux demi-mesures. Alors il n'est pas hayav hatat, il n'est pas tour. Mais si c'est be'alem ehad, si personne ne lui a rappelé que c'est Shabbat, il a fait l'action le matin, il a fait sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim une demi-mesure de nourriture. Et l'après-midi, il a refait la même chose. Il a fait sortir une demi-mesure de nourriture. Il a posé à côté de la première. Eh bien, à ce moment-là, c'est considéré comme
une seule action. Il sera Hayav Korban Hatat. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu prise de conscience entre les deux actions. Alors il n'y a rien qui sépare les deux actions. C'est considéré comme une seule action avec un shi'ur complet de gros guéret qu'à gros guéret, et par conséquent, il doit apporter Korban Hatat. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Là où ça se complique un peu, c'est la deuxième opinion, celle de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Be'alem ehad, birshut ahat, hayav, bishter reshuyot, patour. Rabbi Yossi dit, ça ne dépend pas seulement de la prise de conscience. Est-ce qu'il y a eu prise de conscience entre les deux actions ou pas ? S'il y a eu prise de conscience, les amis, est-ce qu'il doit apporter Korban Hatat, oui ou non ? Je vous écoute. Non. Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. S'il y a eu prise de conscience entre les deux actions, pourquoi il n'apporte pas ? Car la première fois, c'était une demi-mesure. La deuxième fois, c'était une demi-mesure. Il n'y a pas le shi'ur pour être Hayav Hatat. Excellent. S'il n'y a pas eu prise de conscience entre les deux, Oui. alors oui, on peut additionner les deux demi-mesures. Il est Hayav Hatat. Rabbi Yossi dit, ça dépend. Pas toujours, il sera Hayav Hatat, même si c'est un seul oubli. Même s'il n'y a pas eu prise de conscience entre les deux, c'est un seul oubli, E'alem Ehad, malgré tout. Dans un cas, oui, il apportera Korban Hatat, et dans l'autre cas, non. Dans quel cas ? De quoi ça dépend ? Ça dépend, non. Ça dépend de Reshut Ahat ou bien de Shte Reshuyot. C'est quoi Reshut Ahat ou Shte Reshuyot ? Dans un même cours ou dans deux cours différents. Alors, en fait, regardez ça. Si on a, par exemple, je vous ai dit qu'on parlait, par exemple, du Reshut Ayahid au Reshut Arabim. D'accord ? Ou bien même 4 coudées dans le Reshut Arabim. Le bonhomme qui a déplacé l'objet et il a transféré du Reshut Ayahid au Reshut Arabim. Mais imaginez qu'il y avait 2 Reshut Arabim. Entre les 2 Reshut Arabim, il y avait une séparation. Par exemple, lui, il avait un pavillon, comme ça, qui avait 2 entrées, ou plutôt 2 sorties, puisque 2 entrées égale 2 sorties. Ça dépend d'où tu viens. Si tu sors à l'extérieur, c'est une sortie. Si tu viens de l'extérieur à l'intérieur, c'est une entrée. Alors lui, il avait donc ces 2 portes, à droite, à gauche. Et il avait la possibilité d'aller vers le Reshut Arabim A et vers le Reshut Arabim B. Qu'est-ce qu'il y avait entre les deux qui était en fait collé à son bâtiment, à son pavillon? Il y avait par exemple un Reshut Ayahid qui les séparait. Il y avait par exemple une construction. Il y avait là-bas une petite maison qui n'était pas aussi large que son pavillon, mais qui était mitoyen, qui était collé à son pavillon, d'accord ? Alors, entre le Reshut Arabim à droite et le Reshut Arabim à gauche, lui pouvait sortir de chez lui vers le Reshut Arabim à droite, vers le Reshut Arabim à gauche, puisqu'il avait 2 entrées. Mais ça s'appelle 2 Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur ? Le matin, il a pris une demi-groguerette, de la nourriture, une demi-groguerette, et il a sorti vers le Reshut Arabim A. Il a déposé là-bas. Ensuite, il a pris une demi-groguerette l'après-midi, il a fait sortir vers le Reshut Arabim B. Entre les deux, il ne s'est pas souvenu que c'est Shabbat aujourd'hui. C'est le même oubli qui l'a motivé, qui l'a poussé à faire les 2 avérotes, les 2 actions, pardon. Alors dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yossi, puisque ce n'est pas le même Reshut Arabim, il n'apportera pas un Korban Hatat. Bien que c'est dans le cadre du même oubli, c'est le même E'alem, mais étant donné que c'est une demi-mesure
le matin, une demi-mesure l'après-midi, bien que ce soit Be'alem et Had, le même oubli, il a oublié que c'est Shabbat. Normalement, on aurait dû additionner, comme on avait dit, comme Tanakama l'avait dit, mais Rabbi Yossi dit, ça dépend d'un autre critère. Ça ne suffit pas que ce soit le même oubli. Il faut aussi que ce soit le même Reshut Harabim. Et pas Reshut Harabim A à droite et Reshut Harabim B à gauche, avec un Reshut Hayahid qui les sépare. Si on a un Reshut Hayahid qui les sépare, c'est considéré comme deux Reshuyot de Reshut Harabim, et on ne peut pas additionner les deux demi-mesures pour dire qu'il a fait sortir un shiur complet pour être Hayafratat. Là, il sera patour. Il n'apportera pas un korban khatat au Beth Amikdash. Il est patour. C'est Rabbi Yossi. Maintenant, vous savez que Rabbi Yossi, en général, la halakha, elle est comme lui. Rabbi Yossi, Tamo venimuko imo. Rabbi Yossi, pourquoi la halakha, elle est souvent, presque toujours comme Rabbi Yossi, car lui te donne des explications claires. Les arguments qu'il avance sont limpides comme l'eau de roche. Et donc, la halakha qu'il donne, on la comprend. C'est pour ça qu'on a tranché comme lui. Écoutez ça. Je suis dans la deuxième ligne, ou plutôt la première ligne de Daf Nun Vav. Birshut Ahat Hayav Bishte Reshuyot Patour. C'est Rabbi Yossi qui dit ça. Si c'est un seul Reshut Harabim où il est Chayav Khatat, si c'est dans deux Reshut Harabim, il sera Patour. Écoutez ça. Ve'amar Rabba. Rabba qui est un Emora donne une précision. Et il dit Vehu sheyesh hiyuv hatat benehem. Aval karmelit lo. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit que le Reshut Harabim A et le Reshut Harabim B sont considérés comme deux Reshuyot et on ne peut pas additionner les deux demi-grogueret, c'est uniquement si les deux Reshut Harabim étaient séparés par un Reshut, écoutez ça, Sheyesh Hiyuv Hatat Benehem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure dans le descriptif. Je vous ai dit que entre la sortie A et la sortie B, entre les deux, il y avait une petite maison qui était construite, qui était collée à son pavillon. Pourquoi je vous ai dit une petite maison? Mon intention, c'était cela. C'est de vous dire qu'on parle d'un Reshut Hayahid qui sépare le Reshut Harabim A à droite et Reshut Harabim B à gauche. Pourquoi je vous ai dit une maison? Car la maison, comment elle s'appelle? Reshut Hayahid. Si on transfère un objet de cette maison au Reshut Harabim A ou au Reshut Harabim B, il y a Hiyuv Khatat. Alors ça s'appelle une séparation. Quand on a un Reshut Hayahid entre les deux Reshut Harabim, on peut dire que le Reshut Harabim de droite et le Reshut Harabim de gauche sont considérés comme deux Reshut Harabim. Mais si ce qui séparait entre les deux, c'était une carmélite, c'était pas un Reshut Hayahid. Vous savez c'est quoi carmélite? Alors, j'ouvre une parenthèse pour l'introduction. Rappelez-vous ce qu'on a appris dans Masechet Shabbat, il y a juste quelques années. On avait appris Arba Reshuyot les Shabbat. Reshut Hayahid, Reshut Harabim, Carmélite ou Makom Ptour. C'est ça les Arba Reshuyot de Shabbat. Reshut Hayahid, Reshut Harabim sont les seuls Reshuyot où il y a Hiyuv Hatat, où on peut être condamné à apporter un korban expiatoire au Beth Amikdash pour la profanation du Shabbat. C'est lorsqu'il y a eu un transfert d'objets entre ces deux Reshuyot, Reshut Hayahid, Reshut Harabim, ou vice-versa, Reshut Harabim, Reshut Hayahid, ou un déplacement d'objets plus de 4 coudées dans Reshut Harabim, c'est les seuls Reshuyot, il peut y avoir Hiyuv Hatat. Mais ensuite, on a Carmélite. C'est quoi Carmélite?
c'est ni Reshut Hayahid, ni Reshut Harabim. C'est Makom Ptur Minatora, mais c'est Makom Asur Miderabanan. Minatora, il n'y a aucun chiyuv. C'est permis de transporter là-bas. Mais Hachamim ont quand même dit Asur, parce que ça ressemble à Reshut Harabim. Prenons un exemple de carmélite. La forêt. Est-ce que dans la forêt, les gens circulent en masse? Non. Régulièrement, non. Qu'est-ce qui s'appelle Reshut Harabim? C'est un lieu de circulation classique, là où les gens passent tous les jours et ils traversent cet endroit tous les jours. Par exemple, la mer. Est-ce qu'il y a 600 000 personnes qui traversent la mer? Ça a eu lieu une fois, Kriyat Yam Souf, lorsque la mer a été divisée. Mais en temps normal, n'est-ce pas? Même s'il y a des bateaux qui passent, même s'il y a de temps à autre des barques, des vélomoteurs, des barques moteurs, mais on n'a pas 600 000 personnes qui circulent tous les jours là-bas. Nachon. Alors, la mer n'est pas considérée comme Reshut Harabim. Nachon. Tout endroit qui est ouvert, comme la mer, ou le désert, qui est un espace ouvert, mais il n'y a pas de circulation du public, ça s'appelle carmélite. Midbar, Yam, Istevanit. Les endroits où il n'y a pas de circulation, même si c'est un espace ouvert, ça ne s'appelle pas Reshut Harabim. Mais quand même, Hachamim ont interdit de transporter là-bas, parce que ça ressemble à un Reshut Harabim, qui est un espace ouvert. C'est un Surkemi des Rabbanan. Je peux vous donner encore un autre exemple de carmélite. Un endroit qui est clôturé, mais les clôtures, elles n'ont pas 10 tfahim de hauteur. Ça ne fait pas 80 cm. 10 fois 8 cm. Un tefah, c'est 8 cm. 10 fois 8, 80 cm. Les clôtures, elles ne font pas 80 cm de hauteur. Alors, l'espace qui est au milieu de cette clôture, c'est un espace qui est carmélite. Car s'il y avait 10 tfahim de hauteur, ça s'appelle Reshut Hayahid. Moins, ça s'appelle carmélite. Ou encore, un bloc. Imaginez-vous dans le Reshut Harabim, un bloc de béton ou en bois. Un bloc qui a une hauteur de 10 tfahim et une surface de 4 tfahim. 4 par 4. Ça s'appelle Reshut Hayahid. Quelqu'un qui prendrait un objet du sol et il poserait sur le bloc, eh ben il a fait la melacha de Hotza'a. Comme une poubelle qui est exactement 10 tfahim de hauteur avec 4 tfahim de largeur. Tu prends du sol qui est Reshut Harabim et tu poses sur le bloc, ça s'appelle melacha de Hotza'a. Mais si il y a 4 tfahim de large, mais il n'y a pas 10 tfahim de hauteur. Comment ça? Non, ça s'appelle carmélite. Si on a 4 tfahim de surface, mais on n'a pas 10 tfahim de hauteur, ça s'appelle carmélite. S'il y a moins de 3 tfahim de hauteur, ça s'appelle Reshut Harabim, parce que c'est assimilé au sol. S'il y a 9 tfahim de hauteur, ça s'appelle Reshut Harabim, parce que les gens, ils sont mekatfim dessus. C'est-à-dire, ils l'utilisent pour réajuster la charge, leur fardeau. Mais sinon, entre 3 et 9, 3 tfahim et 9 tfahim de hauteur, avec une surface de 4 tfahim, ça s'appelle carmélite. Mais si c'est moins de 4 tfahim, ça s'appelle makom ptur. Même si c'est très élevé, ça s'appelle makom ptur. Je vous ai rappelé des notions de Shabbat parce que c'est nécessaire. Car maintenant, écoutez bien ce qui va se passer. Une mahloquette à ce propos. Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'u sheyesh chiyuv hatat benehem. Aval carmélite, lo. Quand est-ce qu'on peut dire que la demi-mesure qu'il a déposée, la demi-groguérette à droite et la demi-groguérette à gauche, ne sont pas associables? On ne peut pas les additionner pour être hayaf hatat. C'est seulement ce qui sépare les deux Reshut Harabim,
c'est un Reshut Yahid qui s'appelle Chiyuv Hatat. Car de Reshut Yahid au Reshut Arabim, ça s'appelle Chiyuv Hatat. Mais si c'était une carmélite, par exemple, entre les deux, on avait un espace clôturé avec une clôture qui est inférieure à 10 tfachim. Comment s'appelle cet espace? Carmélite, bravo. Si quelqu'un prend un objet de la carmélite au Reshut Arabim, ou inversement, est-ce qu'il est Chayav Khatat? Non, il n'est pas tour. C'est un sourd commis des Rabbanan, bravo. Alors, ce n'est pas considéré comme une séparation. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure Reshut Yahid. C'est Rabat qui le dit, c'est pas moi. Rabat dit, c'est seulement si c'est le Reshut Yahid au milieu qui sépare les deux Reshut Arabim. C'est là que ça s'appelle deux Reshut Arabim. Mais si ce qui les sépare, c'est une carmélite, ça ne s'appelle pas une séparation. Car une carmélite, elle est annexée. Elle est assimilée au Reshut Arabim, c'est-à-dire comme si elle n'existe pas. Et comme si les deux Reshut Arabim étaient collés. Et par conséquent, une demi-mesure à droite et une demi-mesure à gauche, ça s'associe. On peut additionner les deux demi-mesures puisque c'était Be'alem Ehad, dans le cadre du même oubli, de la même ignorance. Il a oublié que c'est Shabbat. Et il n'a pas pris conscience entre les deux. Alors même s'il a posé à droite et à gauche qu'il y a une séparation entre les deux, cette séparation ne s'appelle pas séparation. Car elle n'est pas suffisamment importante pour dire qu'il y a une séparation. Quand est-ce que la séparation elle est importante? Que si ce qui les sépare, c'est un Reshut Yahid, où il y a Chiyuv Hatat, mais pas une carmélite, où il n'y a pas de Chiyuv Hatat, il y a juste un Yesod des Rabbanan. Abaye Amar, Afilo carmélite, Aval Pisla, Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye dit, je suis pas d'accord avec Rabba. Il dit comme ça. Quand est-ce que on considère que ce n'est pas une séparation? C'est seulement s'il y avait un pisla. Mais s'il y avait un reshut qui s'appelle carmélite, oui, c'est considéré comme étant une séparation. Parce qu'il y a quand même un Issour des Rabbanan. La carmélite, ok, c'est pas un Issour de Oraïta, mais c'est quand même un Issour des Rabbanan. C'est un reshut à part. Puisque c'est un reshut à part, où tu vois qu'il y a même un Issour des Rabbanan, de transférer du reshut Arabim à la carmélite, reshut Arabim, alors ça s'appelle un espace de Issour par rapport à la Hotza'a. Ça sert de séparation. Et donc tu ne peux pas dire que ce monsieur qui a mis une demi-mesure à droite de la carmélite et à gauche de la carmélite, tu me dis, ouais, tu peux associer les deux demi-mesures, il est Chayav Khatat. Pas du tout. Moi je dis que d'après Rabbi Yossi, il n'est pas Chayav Khatat. Pourquoi? Rabbi Yossi a dit que quand il y a une séparation entre les deux reshut, on n'associe pas les deux demi-mesures. Eh bien là, c'est séparé par une carmélite. Une carmélite, c'est une séparation. Quand est-ce que je suis d'accord avec toi pour dire que la séparation n'est pas une séparation? C'est que si les deux reshut Arabim étaient séparés par un pisla. C'est quoi pisla? Pisla, pesel, c'est-à-dire une poutre. Quand on prend un tronc d'arbre et qu'on est méfacel et qu'on va, comment on appelle ça, raboter pour en faire un bloc de bois, ce bloc de bois s'appelle pisla. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les deux reshut Arabim avec un pisla. Est-ce que ça s'appelle séparation? Oui ou non? Là, je suis d'accord avec toi, que ça ne s'appelle pas séparation. Pourquoi? Parce que ce pisla, il s'appelle Makom Pitour. Comment ça? Rashbam, regardez Rashbam. Pislalo, Kegon, Hatichat Aetz. Un bloc de bois, ou Hamoud, ou une colonne, chez En Gavoa, Eser Amot, Venora
pas Amot, il faut corriger. Le Bach, il dit qu'il faut corriger. Il faut dire Asarat Tefahim. Sheno Gavoa Asarat Tefahim, Veno Rahabarba. Inami Gavoa Asara, et là Sheno Rahabarba. Deave Makom Pitour. Deafilu Miderabanan Mutar Letaltel Mitocho Lirshut Arabim. Ou Mirshut Arabim Letocho. Vechen Mitocho Lirshut Ahid, Mirshut Arabim Letocho. Vekevan Debatel Legamre, Lehacha ou Lehacha. אפילו מדי רבנן, דלקה מקום חשוב של דלת פחים, הלקח לו אבי הפסק. Très joliment, le Rashbam nous explique pourquoi le pisla ne peut pas servir de séparation entre les deux Reshut Arabim. Il dit parce que le pisla, il fait moins de 4 fahim de largeur. On avait déjà dit qu'un bloc dont la surface est inférieure à 4 tefahim. Combien c'est 4 fahim? Qui peut me dire en centimètres? 4 fahim, 32 centimètres. Si c'est inférieur à 32 centimètres, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré makom hashuv. La preuve, c'est que même les hachamim n'ont pas interdit. Ça s'appelle makom pitour. Tu peux transporter de là au shtarabim à droite, à gauche, au shtarid. Ça veut dire que c'est pas un makom hashuv. Si c'est pas un makom hashuv, ça ne peut pas servir de séparation. Maintenant arrive Rava avec Aleph. Et il dit Rava Amar afilu pisla. Rava dit, même un pisla, ça peut servir de réparation. Rabotai, je vais vous faire une interrogation orale. Donnez-moi les 3 opinions pour interpréter Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit que s'il y a une séparation entre les deux Reshut Arabim, on ne peut pas additionner les 2 demi-mesures pour le condamner à Korban Hatat. Qu'est-ce qui peut servir de séparation entre les deux Reshut Arabim? Vous êtes loin de la bonne réponse. Déjà, la première chose qu'il faut me dire, mahloket. 3 opinions. On a ici 3 opinions. Rabba, Abaye et Rava. Rabba avec He, et ensuite Abaye, et ensuite Rava avec Aleph. Et chacun a donné un autre reshoot pour servir de séparation. Dites-moi. Bien sûr, qui peut le plus peut le moins. Toda Rabba. Toda Rabba. Quoi? Qu'est-ce qui peut servir de séparation? Alors regardez, je répète. Selon Rabba, uniquement Reshut Yahid peut servir de séparation. Selon Abaye, pas seulement Reshut Yahid, mais même Carmélite, mais pas Makom Pitour. Et selon Rava avec Aleph, pas seulement Reshut Yahid, pas seulement Carmélite, même Makom Pitour, comme Pisla, ça peut servir de séparation. C'est ce qu'a dit Rava, Afilo Pisla. Et la Gemara dit, Rava Asdal et Tarme. Rava est fidèle à sa propre opinion. Il est cohérent avec lui-même, car il nous a enseigné à propos de Masechet Gittin. Lorsqu'un homme envoie un guet à sa femme, il lui a jeté et c'est tombé à côté d'elle. Est-ce que cette femme-là est Megourechet? Si c'est à moins de 4 notes Si on est dans le Reshut Arabim ou dans un endroit qui appartient à aucun des deux. Mais quel est le din si ce Reshut appartient à la femme? Son Reshut à elle. Est-ce qu'elle est Groucha? Oui. Si elle se trouve chez lui à la maison et il lui a lancé le guet et le guet est tombé à côté d'elle, est-ce qu'elle est Groucha? Tout dépend s'il y a 4 notes. Elle n'est pas Megourechet. Pourquoi? Parce que le guet, c'est écrit dans la Torah, Venatan biyada. Il doit lui donner en main propre le guet. Mais Hachamim disent que c'est pas obligé que ce soit vraiment en main propre. Car même son hatser à elle, son domaine à elle est considéré comme le prolongement de sa main. Alors, maintenant je vous répète la question. Si elle se trouve chez elle, et lui il est à l'extérieur, ou bien, d'accord, même si elle n'est pas chez elle, il lui a lancé le guet dans son hatser à elle, est-ce qu'elle est groucha? Oui. Pourquoi oui? Parce que c'est dans sa main. C'est son hatser à elle, c'est comme sa main. Très bien. Maintenant, si elle se trouve chez lui, dans son hatser à lui, il lui a lancé le guet,
elle n'a pas tenu avec sa main. Il est par terre. Il est tombé par terre dans son réchoute à lui. Est-ce qu'elle est groucha, oui ou non? Non. Bravo. Maintenant, quel est le din si il lui a dit, écoute, je te prête ce makom qui est chez moi. C'est-à-dire, lui dit, toi maintenant tu es aujourd'hui chez moi. Tu te tiens par terre. Tu te tiens sur le sol. Ce sol sur lequel tu te tiens, et tout le sol à côté, je te le prête momentanément pour que le guet, si jamais il tombe par terre, ce sera considéré comme si tu l'avais tenu, puisque c'est comme s'il était tombé dans ton hatzer, puisque je t'ai prêté le hatzer. Mais, finalement, alors maintenant je vous pose la question. Quel est le din si le guet est tombé par terre? Moi, je dirais non. Attendez, mais Gourechet, oui ou non? Oui, je viens de vous expliquer que oui, pourquoi vous dites non? Alors, attendez. Il lui a prêté le hatzer justement à cet effet, pour que ce soit considéré comme son hatzer. Et bien sûr qu'elle est groucha. Maintenant, je vous pose une autre question, et là on arrive au sommet de la pyramide. Quel est le din si le guet est tombé, non pas par terre, mais il est tombé sur un bloc qui était là-bas. Ce bloc, ce pis-là, qui était là, et le guet est tombé dessus. Ça dépend de la hauteur du bloc. Alors, si la hauteur du bloc fait plus que 10 tfarim, Alors, si elle fait plus de farine, il n'est pas libre. Ça dépend de la surface. elle n'est pas dit. On s'y fait moins de 10 tfarim, Ah oui, parce que c'est un caca. hein? C'est comme la... C'est comme le carcan. Alors, regardez. De Amarava. Rava l'étamé d'Amarava. Reshut Shabbat Kirshut Gitin Dami. Qu'est-ce que ça veut dire Reshut Shabbat Kirshut Gitin Dami? Rava a dit que elle n'est pas Megourechet. Cette femme-là, elle n'est pas Megourechet, même si le pis-là fait moins de 4 farim de largeur. Et il fait plus de 3 tfarim de hauteur. C'est pas considéré comme le sol. Et elle n'est pas Megourechet. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un réchout à part. Je vous pose la question, les amis. Je vous pose la question, et là je fais appel à votre mémoire. Quel est le din dans un réchout arabim? Si on a un pis-là, un bloc qui fait plus de 3 tfachim de hauteur, il fait moins de 10 tfachim, ou même plus que 10 tfachim. Mais la surface, elle est inférieure à 4 tfachim, moins de 32 cm. Hein? Makom Pitour. Bravo! Je vous pose la question. Quel est le din si quelqu'un prend un objet du Réchout Arabim et il marche 4 coudées et il le dépose sur le Makom Pitour? Est-ce qu'il est chayav ou il est patour? Alors il est patour. Bravo! Maintenant, s'il avait posé dans le Réchout Arabim, qu'est-ce qu'il aurait été? Hayav. Alors pourquoi s'il a posé sur le Makom Pitour, il est patour? Parce que c'est ni Bravo! C'est ni Réchout Ayachid, ni Réchout Arabim. Donc c'est un Réchout à part entière. Oui. Alors elle n'est pas Megourechet. Le guet n'est pas tombé sur le sol où elle se tenait. Quand il lui a prêté le Hatzer, il lui a prêté le sol, il lui a pas prêté un endroit qui est considéré comme séparé du sol. Or, le pis là, c'est considéré comme un makom pitour, les Inyan Shabbat. Alors, c'est considéré comme un makom aher pour le guet. Si tu vois que pour le Shabbat, c'est considéré comme à part, donc pour le guet, c'est aussi considéré comme à part. Alors, elle n'est pas groucha, car il ne lui a pas prêté cet espace du pis là. De là, il en ressort également que d'après Rava, le pis là peut servir de séparation entre le Réchout Arabim A et le Réchout Arabim B. Et s'il a déposé une demi-mesure à droite le matin et une demi-mesure, il a fait sortir de chez lui, il a déposé à gauche, ce n'est pas associable. On ne peut pas additionner les deux demi-mesures du Réchout Arabim A parce qu'ils sont séparés par le pis là.
par le Makom Pitour. C'est ce que dit Rava. Donc Rava est cohérent. Gitin et Shabbat, c'est pareil. Un Makom Pitour est considéré comme un lieu à part et pas annexé à l'environnement. Alors encore une fois, interrogation orale. Quel est le din? Si un homme a fait sortir une demi-mesure de nourriture le matin du Shabbat, il a déposé au Resh Tarabim A, et l'après-midi, il a fait sortir une demi-mesure, il a déposé au Resh Tarabim B. Est-ce qu'il est Hayav Hatat, oui ou non? Du Reshut HaYachid vers le Reshut HaRabim A, et l'après-midi, du Reshut HaYachid vers le Reshut HaRabim B. Ça dépend de la séparation. Si c'est une séparation Reshut HaYachid, au Carmélite, au Makom Pitour. Ou Reshut HaYachid, au Carmélite, au Makom Pitour. Quel est le din? Si c'est Reshut HaYachid après tout le monde, on peut associer. Faux. On ne peut pas associer. Justement, ça sert de séparation, donc c'est sûr qu'il n'est pas tour, pas Khayam. Alors, si un Reshut HaYachid sépare les deux Reshut HaRabim, alors ce n'est pas associable, d'après toutes les opinions. Mais si c'est une carmélite, est-ce que c'est associable? D'après Rabba, oui. D'après Abaye, non. Mais Abaye dit, quand est-ce que on peut, oui, associer malgré la séparation, si la séparation c'est juste un pisla, qui est Makom Pitour. Mais Rava avec Aleph va dire, je ne suis pas d'accord, ni avec Rabba, ni avec Abaye. Moi je dis que même un pisla qui est Makom Pitour peut servir de séparation. Et donc il sera pareil à Fratat, dans tous les cas de figure. Ensham, lometzer velo hatzav maï. Piresh Rabbi Marianos, Mishmo, Kol shenikret al shemo. Echidami, Amar Rav Papa, Dekaroule, Begargota, Deplania. Si jamais les deux champs ne sont pas séparés avec ce qu'on appelle metzer, un monticule de terre, une rangée de terre, ou comment on appelle ça? Ou hatzav, la plante qui pousse droit pour délimiter les deux champs. Maintenant, si on n'a pas de délimitation, alors comment il fera ce monsieur pour acquérir l'acte d'acquisition? Ça suffira un seul acte d'acquisition pour tout? Alors on nous dit comme ça. Figurez-vous que même s'il n'y a aucune séparation, parfois il va falloir plusieurs actes de chazaka. De quoi ça dépend? Ça dépend du nom. Piresh Rabbi Marianos Mishemo. Selon le Rashbam, Rabbi Marianos était un Émora qui a parlé au nom de Rabbi Yohanan. Kol shenikret al shemo. Kol shenikret al shemo. C'est-à-dire à partir du moment où on dit ce champ-là, il appartient au guerre qui est mort. Alors, s'il dit ce champ, donc le nom, c'est au singulier. Donc tout ça, c'est considéré comme un seul champ. Il fait un seul acte d'acquisition, ça suffit. Mais si les gens disent au pluriel, ces champs-là sont considérés, ces champs-là, ils appartiennent aux guerres, le fait que les gens disent ces champs, eh bien, même s'il n'y a pas de délimitation, il faudra faire deux actes d'acquisition. Et Ridami, Amarav Papa Dekaroule Begarguta de Plania. Comment est-ce que la même surface, on peut dire que ça s'appelle deux champs? Mais tu m'as dit qu'il n'y a pas de séparation. Alors pourquoi on va l'appeler au pluriel? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique. C'est un seul et même champ. Comment est-ce qu'on peut l'appeler au pluriel? Tu m'as dit que ça dépend du nom. Alors en fait, c'est qu'à l'époque, les champs agricoles étaient arrosés avec l'eau, soit l'eau de pluie, qui est naturelle, soit artificiellement avec de l'eau de puits. Pas de l'eau de pluie, mais de l'eau de puits, le bord. Alors imaginez-vous qu'il y avait un bord à droite du champ et un bord à gauche du champ.
Le guer, quand il était vivant, il arrosait la partie droite avec ce puits et la partie gauche avec ce puits. Alors, les gens appelaient ça 2 champs parce qu'ils voyaient que l'arrosage se faisait en 2 temps, en 2 actions différentes. Une fois, il arrosait cette partie avec ce puits et une fois cette partie avec ce puits. Ça s'appelait Begargota de Plania. Gargota, c'est le puits. Begargota, l'endroit qui était arrosé par le puits A. Et ça, c'était l'endroit qui était arrosé par le puits B. C'est pour ça que ça pouvait s'appeler 2 champs différents, bien qu'il n'y avait pas de séparation entre eux. Dans ce cas, il faudra 2 actes d'acquisition pour le champ de droite et le champ de gauche, puisqu'ils sont considérés comme 2 champs séparés. Et yativ Rav Aha bar Avia, kame de Rav Asi, viyativ kamar mishme de Rav Asi bar Hanina. Hatsuva, mafsik benirse ager. Mai Hatsuva, amar Rav Yuda Marav, shebotihem Yoshua l'Israël et haaretz. Alors on revient à ce qu'on a déjà vu. Cette fois-ci, c'est Rav Aha bar Avia qui était devant Rav Asi et il a dit au nom de Rav Asi, au nom de Rav Asi bar Hanina, excusez-moi. Rav Aha bar Avia a dit devant Rav Asi au nom de Rav Asi bar Hanina. Hatsuva, c'est la plante qui pousse droit. Mafsik benirse ager, ça peut servir de séparation pour les nirse ager. La Gemara demande, Mai Hatsuva, c'est quoi cette fameuse plante? Rav Yehuda dit, chez Botihem, au nom de Rav, chez Botihem Yoshua, l'Israël est à Haaretz. C'est la plante qu'a utilisée Yoshua ben Nun pour délimiter tous les territoires. Et maintenant, puisqu'on a parlé de Yoshua ben Nun, on va terminer avec l'histoire de la conquête d'Israël par Yoshua ben Nun. Amar Rav Yehuda Marav, Lomana Yoshua, et la Ayarot Haomdot à la Gevulin. Rav Yehuda, au nom de Rav, s'interroge quant au livre de Yoshua. Qui a écrit le livre de Yoshua ben Nun? Yoshua. Et là-bas, on voit que il parle des villes d'Israël. Mais on est très étonné, parce qu'il ne cite pas, il ne mentionne pas toutes les villes d'Eretz Israël. Alors pourquoi il a sélectionné certaines? Alors en fait, il n'a parlé que des villes limitrophes de la frontière d'Israël. Lomana Yehoshua et la Ayarot Haomdot ala Gvulin. Il n'a parlé que des villes qui se trouvent au niveau des frontières. Et pourquoi? Parce que ces villes-là, on a besoin de les connaître pour savoir jusqu'où s'étend Eretz Israël. Jusqu'où on a la Kedusha d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'appelle Eretz Israël? Donc il nous a donné les villes qui étaient sur la bordure de la frontière. C'est vrai qu'on retrouve d'autres villes qui ne sont pas sur la frontière du Grand Israël. Mais ce sont des villes qui en fait délimitaient le territoire d'une tribu par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on retrouve dans Yoshua ben Nun aussi Ayarot Haomdot ala Gvulin, pas seulement Gvulin du territoire du Grand Israël, mais aussi du territoire d'une tribu par rapport à l'autre tribu. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol she'ir'a hu HaKadosh Baruch Hu le Moshe, hayav b'maaser. Vous savez que Moshe Rabbeinu a souhaité entrer en Israël. Il a adressé à Dieu 515 prières. Il lui a dit, Hachem, permets-moi d'entrer et de voir Israël. Dieu lui dit, entrer non, voir oui. Monte sur la colline et tu vas regarder et tu verras Eretz Israël tout entière. Hachamim nous disent que tout ce que Hachem a présenté à Moshe Rabbeinu, ça s'appelle Kedushat Haaretz. C'est le milieu qui s'appelle l'endroit sacré et saint d'Eretz Israël. Tout ce qui pousse là-bas
et Hayab de Trumot ou Maasrot. Les Apukemai, c'est pour exclure quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Tout ce qu'il lui a montré. Ça veut dire ce qu'il lui a pas montré, non. Et alors c'est quoi? Qu'on aurait pu penser que oui, et finalement non. Les Apukemai, les Apuke Keni, Kenizi, Vekadmoni. Au moment où Avraham Avinu a eu la promesse d'Akadosh Baruch Hu pour Eretz Israël, Dieu lui a parlé d'un territoire qui appartenait à 10 nations, à 10 peuples. Je vous lis dans Berit ben Abetarim, ce qu'on appelle Berit ben Abetarim, qu'on va voir cette paracha Be'ezrat Hashem. Regardez, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je te donnerai le pays de Kéni. Comptez avec les doigts, s'il vous plaît, avec les doigts. Hakeni, Veta Kenizi, Veta Kadmoni, Veta Hiti, Veta Perizi, Veta Rephaim, Veta Emori, Veta Kenaani, Veta Girgashi, Veta Yevusi. Il y en a 10. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous a donné concrètement à Keshbohu? Juste l'endroit de 7 pays. Nachon, lesquels 7. Alors, Rephaim, il faut savoir que Rephaim, c'est Hahivi. Hahivi va Yevusi. Hahivi nous l'a donné. Mais lesquels il nous a pas donné? 3 Girgashi et... Non. Keni, Kenizi et Kadmoni. C'est cela ce qu'on est en train de nous dire. Keni, Kenizi et Kadmoni, on ne les a pas reçus à l'époque de Yoshua bin Nun, mais on va les recevoir quand viendra Mashiach. Tanya Rabbi Meir Omer, Naftuha, Arva'a Veshalma'a. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Eh bien, c'est Naftuha, Arva'a et Shalma'a. Les Naftuchim, les Aravim et les Shalmim. Rabbi Yehuda Omer, Har Seir, Amon ou Moav. C'est quoi? C'est le mont Seir, le pays de Ammon et le pays de Moav. C'est de l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain. Rabbi Shimon Omer, Ardiskis, Asia et Aspamia. Donc en fait, tout ça, c'est les noms d'autres noms de Keni, Kenizi et Kadmoni. Et que Baruch Hu ne nous a pas donné encore ces 3 pays, il nous les donnera plus tard. Est-ce qu'on sera Hayav de Maaser par rapport à ce qui pousse là-bas? Eh bien non. Nous dit le Rashbam que non. Je vous lis le Rashbam. Mais Bimemelech HaMashiach. Et d'où on apprend d'abord l'exclusion. Parce que c'est écrit, quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, Zot haaretz asher nishbati. Le mot Zot, Zot velo acheret. Ça exclut les 3. Alors maintenant, et c'est quand qu'il va nous les donner, Rav Yehuda, c'est ce qui vient nous enseigner, que bien que ces 3 Aratzot vont être donnés comme Dieu l'a promis à Avraham, quand viendra le Mashiach, mais on ne sera pas Hayav de Maaser. Et même si on va aller les conquérir, ce ne sera pas Hayav de Maaser. Mais Tosfot nous dit que non, c'est pas tour de Maaser que maintenant, parce qu'on n'a pas le droit de conquérir. Et quand viendra Mashiach, et que Dieu va accomplir sa promesse d'offrir même ces pays aux enfants d'Abraham, alors oui, ce sera Hayav de Maaser. C'est seulement si on n'est pas avec Kovesh. Mais si on est Kovesh, la preuve c'est que même des autres endroits qui ne font pas partie de l'Israël d'origine, si ça a été Nichbash, Hayav de Maaser. Alors, en effet, donc on aura conquis. Ouais. Alors, donc on a compris que Moshe Rabbeinu, il a vu, il a regardé le Israël actuel, mais pas le Israël de la fin des temps. Quand il lui a dit Zot velo acher, c'est-à-dire que ce que je vais donner maintenant à Israël et pas ce que je leur donnerai à la venue du Mashiach, où il y aura également Keni, Kenizi et Kadmoni.
ברוכים תהיו. יהי רצון שנזכה בקרוב בימינו לביאת המשיח.